ce soit RGPD compliant. Et du coup, comme je disais, on va parler de ce scénario que je pense vous connaissez tous, d'avoir des clients qui ont un pied dans le cloud et qui ont encore beaucoup de choses on-prem, pour quelque raison que ce soit, hein, que ce soit des raisons de legacy, que ce soit simplement des craintes mal placées ou simplement parce qu'on n'avait pas encore le temps de faire l'externalisation totale, on n'avait pas forcément vu l'avantage, ou bien on avait juste cette crainte de se dire bah, ça va être compliqué de transférer les éléments qu'on a on-prem vers le cloud, donc le serveur AD, le serveur de fichiers, le serveur applicatif. On va voir ces étapes-là ensemble avec Cédric Nemeth, qui est avec moi, qui va vous présenter, qui va beaucoup parler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va voir donc la partie, les scénarios avec Azure AD. Vous allez avoir le droit au magnifique dessin de Cédric, comme d'habitude. Pour ceux qui ont l'habitude, voilà, pour les plus fidèles, vous le savez. Et puis, dans la semaine, on va voir au fur et à mesure, donc justement, l'un de ces scénarios demain, comment on le déploie, donc l'Azure Active Directory Domain Services et pourquoi on le déploie. On a une personne ici, moi je ne citerai pas pour la RGPD, mais qui sait très bien qu'on a eu justement quelques, je dirais pas surprises, mais tout de même, mais ça va permettre effectivement de partager aussi un peu ce retour d'expérience avec tous. Et puis, on va aussi déployer donc une machine virtuelle, faire une jonction de domaine pour voir un petit peu comment ça se passe aussi à ce niveau-là. Et vous allez voir que vous allez vraiment retrouver vos petits, hein. Si vous avez l'habitude de faire des jonctions de domaine d'un serveur physique, bah, ça sera la même chose, hein, mais sur un serveur qui sera dans Azure. Voilà. On va la sauvegarder aussi, cette VM. Donc, on va aussi regarder toute la partie coffre de Site Recovery, donc qui vous permet de faire de la sauvegarde. Ça permet aussi de faire du PRA, accessoirement. On pourra en parler très rapidement aussi, même si ce n'est pas vraiment l'objet de cette semaine. Et puis, on finira avec deux dernières sessions. Donc, jeudi, l'Azure Virtual Desktop. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Microsoft a fait de la communication autour de Windows 365 et autour d'Azure Virtual Desktop. Je vous ferai un petit comparatif entre les deux très rapidement et on vous présentera la dernière méthode de déploiement de l'Azure Virtual Desktop qui est assez sympathique. Elle a ses limitations, mais elle a quand même de sacrés avantages. Donc, on verra ça ensemble. Et Cédric terminera avec Endpoint Manager. Donc, toute la partie Intune pour la gestion du parc, mais pas que, hein, tout ce qui va aussi concerner la gestion des applicatifs, la sécurité, l'identification, bref, plein de joyeusetés qui peuvent être assez intéressantes parce que c'est un peu le grand oublié, hein, EMS, c'est un peu le grand oublié de la suite Microsoft 365 Business Premium et elle a vraiment un intérêt qui n'est pas à négliger. Voilà, pour la petite introduction. Donc, j'espère que vous êtes avec votre petit thé, votre petit café, votre tisane et vos Doliprane au choix. Je laisse la main à Cédric qui va nous faire ses explications de l'Azure AD et de tout ce qu'on peut faire avec. Je t'en prie, Cédric. Exactement, je te remercie pour le coup. On va commencer tout simplement une présentation avec une page blanche. C'est bien, on va partir de là. Ce qui est assez intéressant, donc sur ce premier jour d'atelier, on va parler d'Active Directory. C'est un petit peu notre base hein, lorsqu'on se lance dans le cloud ou même lorsqu'on a besoin de commencer avec un client. C'est de se dire, en fait, quel type d'AD sur lequel on part? C'est simple. Est-ce que je vais sur un AD 100% cloud? Est-ce que je reste en local et j'essaie de fonctionner en mode hybride? Est-ce que j'abandonne cette notion-là? Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on va voir au fur et à mesure, qui vont rejoindre et qui vont faire classiquement la jonction vers l'ADDS que vous verrez demain, qui sera l'une des notions qu'on abordera partiellement aujourd'hui. Mais déjà, c'est voir un petit peu tous ces aspects-là. Donc, première chose, un petit peu pour vous restituer hein, l'agenda sur cette petite heure et demie sur laquelle on va discuter. La première chose, on va parler des notions, différentes notions. Azure AD, je vais pas dire c'est une marque chez Microsoft, mais presque. C'est-à-dire qu'on a des notions qui sont plus Modern Work and Security, d'autres Azure, d'autres qui ne font pas du tout référence à Azure Active Directory. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention. Deuxième chose, on va avoir un petit peu le licensing, regarder sur les mises à jour de Microsoft. Troisième chose, on va parler d'architecture, notamment liée à Azure AD Connect. Et quatrième point, on va voir le fonctionnement hybride. Kevin, est-ce que tu peux me couper les micros, s'il te plaît? Donc, premier point, on va se focaliser sur les notions. Alors, attendez, hop, Kevin parle. Ok, super. Alors, premier point sur les notions. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Active Directory, c'est pour ça que je pars d'une page blanche, parce que je m'éclate sur les pages blanches. En fait, on va parler d'Active Directory, mais dans
3 points, et notamment Azure AD sur 3 points et 2 plays Microsoft. Premier point, c'est le play Modern Work and Security. Donc tout ce qui fait référence à Microsoft 365. Deuxième point, lorsqu'on va parler de notion d'AD ou d'Azure AD, on va être toujours sur un play Modern Work and Security, mais un play qu'on verra vendredi qui s'appelle Endpoint Manager. Donc désolé, hein, j'écris mal, mais pour le coup, vous allez devoir faire avec, et c'est pour voir au moins si vous suivez bien. Donc Endpoint Manager, ça c'est la deuxième notion. Troisième notion, c'est une notion Azure. Donc c'est-à-dire qu'on va parler d'Azure AD, mais sur Azure. Ces trois notions, enfin ces trois plays plutôt, sont extrêmement importantes, peuvent avoir des relations entre elles, mais peuvent être aussi totalement séparées. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces aspects-là. Et j'ai des discussions encore régulièrement avec des partenaires qui font certaines allusions qui ne sont pas les bonnes. Alors lorsqu'on parle de Modern Work and Security, la première chose, et c'est celle que vous connaissez tous, en tout cas je l'espère, c'est la notion Azure AD, Azure Active Directory. Qu'est-ce que c'est? Azure Active Directory, c'est ni plus ni moins que mon annuaire dans le cloud. Bon, ça, je vous apprends rien sur cette partie-là. Ce que je vais vous apprendre en fait derrière, c'est que, et je vais mettre après cet aspect-là, c'est qu'on a une notion réellement de licensing par user quand on parle d'Azure Active Directory. Vous allez voir que sur d'autres notions, lorsqu'on va parler d'Active Directory, hein, notamment dans le cloud, on aura un licensing à l'utilisation. On aura un licensing qui sera différent, peut-être du gratuit aussi. Donc, considérez que vous avez un licensing par utilisateur. Donc, c'est déjà quelque chose qui est payant. Deuxième chose, lorsqu'on est sur la partie Modern Work and Security, on va aussi parler d'une notion qui s'appelle Azure AD Connect. Azure Active Directory Connect. Déjà, je vous donne la première chose et la première différence qu'on a entre les deux, c'est qu'Azure AD Connect, et ne vous trompez pas, j'aime bien le répéter sur cette partie-là, Azure AD Connect est gratuit. C'est un outil qui permet de faire une connexion entre un environnement local et un environnement cloud, et notamment cloud Microsoft. Alors pourquoi j'insiste sur cette partie-là? Parce que j'ai déjà eu des partenaires qui m'ont contacté, et il n'y a pas très longtemps, et d'autres qui sont aussi passés par Kevin, pour nous demander des informations sur comment se facture un Azure AD Connect. Non, cette question ne se pose pas. Aujourd'hui, c'est un outil qu'on télécharge, c'est un setup qu'on télécharge directement sur Google ou n'importe quoi, enfin sur le site de Microsoft. Une fois qu'on l'a téléchargé, on va le déployer. Et à partir du moment où on va le déployer, en fait, c'est un petit agent qui va s'installer. Et en fonction de ce qu'on va vouloir déployer sur et de la relation qu'on va vouloir mettre en place entre notre local et le cloud, on a cet agent qui va s'installer et qui va nous générer plus ou moins d'informations. Est-ce que je vais mettre en place un PTA, Pass-Through Authentification? Est-ce que je vais mettre en place un ADFS? Ça, c'est des choses qui sont à l'intérieur, mais c'est un outil qui est gratuit. Donc, considérez-le comme gratuit et, en tout cas, pour tous ceux qui sont là, ne nous recontactez pas pour nous demander combien ça coûte. Ça n'existe pas. Deuxième notion, on va parler d'AD sur Endpoint Manager, qui fait toujours partie de l'univers Modern Work and Security, mais il faut l'avoir aussi en considération. On va parler d'un autre AD, Active Directory Registrid. Qu'est-ce qu'un Active Directory Registrid? C'est simple. Je suis utilisateur dans un environnement, je suis utilisateur BIOD, Bring Your Own Device, donc j'ai mon propre matériel. Je veux me connecter et travailler dans l'environnement de l'entreprise. Donc, je suis dans un environnement BIOD. Comment ça se passe? C'est simple. Dans le cadre de Endpoint Manager, quand j'ai un AD Registrid, c'est juste, j'apporte plutôt mon matériel BIOD, mon device BIOD, et je vais me connecter sur l'environnement d'entreprise. Ça ne veut pas dire que j'ai enrôlé mon appareil. Ça veut juste dire que j'ai autorisé l'entreprise à gérer des politiques de sécurité pour une application donnée pour mon appareil. Exemple, j'ai décidé d'installer 365, donc par exemple le pack applicatif d'Office sur mon device personnel. En fait, quand je me connecte pour la première fois, on me demande est-ce que vous souhaitez que votre entreprise gère votre appareil? On a le choix de dire uniquement que pour cette application, ou on a le choix de dire oui en intégralité et on a la possibilité d'enregistrer toutes les applications. Ça, c'est la notion d'AD Registrid. Cette notion d'AD Registrid, et je le mets en vert, c'est une notion encore gratuite.
ce n'est pas une notion payante. On ne va pas payer lorsqu'on fait de l'AD registré. Autre point, lorsqu'on est sur Endpoint Manager, c'est tout ce qui est aspect AD Join ou AD Hybrid Join. Ça aussi, ce sont deux notions extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que ces notions rentrent dans le cadre de devices d'entreprise. Alors, elles peuvent être sur des devices autres, hein, mais en général, on considère dans le cadre de devices d'entreprise. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, moi, en tant qu'administrateur, je vais soit enrôler mon device, donc je vous le verrai sur Endpoint Manager vendredi, hein, lorsqu'on va en parler, comment est-ce que je fais pour enrôler un device sur ma plateforme. Donc soit je vais enrôler mon device parce que c'est un device qui fait partie de mon parc, soit je vais simplement faire une jonction de mon device au domaine. C'est-à-dire, là je le montre un petit peu manuellement, et encore, comme je suis sur Windows 11, je ne suis pas sûr de le revoir encore une fois, mais comme j'étais la dernière fois avec Kevin, normalement ça va fonctionner. Voilà. Je me connecte ici. Ah ben non, là j'ai ouvert les photos. Alors hop, on va aller. C'est ça de tester Windows 11 avant tout le monde. Hein. Windows 11 est disponible, donc techniquement j'ai pas de problème. Je l'aurais peut-être pas fait la dernière fois. Voilà, je vais sur Windows 11 et à partir du moment où je suis sur Windows 11, alors je m'étais amusé la dernière fois à le chercher. Est-ce que je vais le retrouver cette fois-ci encore une fois? Je vais aller sur compte, je vais aller sur email et compte et à partir du moment où je suis ici, je vais rajouter un compte spécifique. Autant pour moi, c'est pas celui-là. Je vais ajouter un compte professionnel ou scolaire et je vais avoir, hop, cette notion. Comme je suis déjà enrôlé, j'ai pas la notion, c'est pas grave. En fait, lorsque je vais ajouter un compte spécifique, compte professionnel ou scolaire, en fait, j'ai la possibilité, normalement, sur la partie Windows 10, d'avoir la possibilité d'enrôler soit en hybrid join ou soit en AD join classique. Hybrid join, je vais m'enrôler sur un environnement local qui aura été préalablement synchronisé, notamment idéalement en ADFS. Quand je suis en AD join, c'est je m'enrôle directement et je m'inscris directement sur 365 sur mon Azure AD. Comment est-ce que j'apparais en tant qu'utilisateur? J'apparais de cette manière-là. Bon, là, vous avez vu, j'ai plusieurs comptes forcément qui apparaissent, et notamment mon compte d'entreprise qui est juste ici. Donc, une fois que c'est fait, comment est-ce que je le gère? Et hop, j'ai fait exprès de me connecter sur mon compte, par exemple. C'est simple. En tant qu'administrateur, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir tous les appareils sur lesquels mon utilisateur s'est logué. Alors là, moi, je suis en BIOD. Je suis dans le cadre du BIOD, donc j'ai que des AD registrés, mis à part un que j'ai enrôlé à l'époque et qu'aujourd'hui je n'utilise plus, mais je suis uniquement qu'en AD registré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'appareil personnel, je n'ai pas donné l'autorisation à l'entreprise, en réalité, de gérer mes stratégies sur mon système d'exploitation. Je lui ai uniquement donné le droit de gérer toutes les stratégies liées à mes applications Office, Word, Excel, PowerPoint et tout tralala qui suit derrière. Donc c'est un petit peu cet aspect-là que je voulais vous montrer. On est encore sur des aspects et des notions qui sont gratuites. C'est-à-dire qu'en effet, cette jonction de domaine, c'est une jonction qui est innée et imbriquée directement sur 365 et qui est imbriquée voilà, sur des notions classiques. C'est-à-dire que ce n'est pas une licence ou ce ne sont pas des licences que je vais payer, ce sont juste des notions que je dois conserver en tête. Très rapidement, hein, quand je veux faire notamment l'enregistrement de l'appareil, je vais parler pour ADJohn, on a deux manières d'enrôler. Hein. On a une manière d'enrôler où je vais enregistrer ma clé H et je vous en reparle un petit peu vendredi, sur lequel je vais faire remonter ma machine et après je vais déployer avec Windows Autopilot. Donc ça c'est, on va dire, le cas classique et ça s'adresse uniquement que pour les devices de type Windows. Sinon après je vais enrôler avec une application qui s'appelle MyPortal Company, qui existe sur toutes les banques d'applications, si je peux dire, hein, Google Play, Apple et notamment le Microsoft Store. Donc ça, c'est les deux aspects sur comment est-ce que je vais enregistrer un appareil ou comment est-ce que je vais enrôler. J'ai la possibilité de gérer les deux là. Ça, on le verra vendredi un petit peu plus tardivement. Dernière chose, quand on est sur Azure, on a des notions aussi qui sont spécifiques. Des notions qui sont, cette fois-ci, toutes
payante. On a la notion d'Azure AD. C'est exactement la même que vous avez ici. Donc, c'est exactement cette notion qu'on retrouve ici. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je peux être, par exemple, je vais acheter chez Alzo, je vais acheter ma SKU Azure AD, notamment Azure AD Premium 1 ou Premium 2. Mais j'ai la possibilité, si j'ai un Azure souscription, d'acheter directement sur le portail Azure ma SKU. Comment est-ce que je serai facturé? Alors, toujours par user, sachez-le. Ça, c'est important. Par contre, je serai facturé au travers de mon Azure Plan. Je ne serai pas facturé comme une facture simple, comme on peut dire, lorsque je commande du 365. Donc, prenez-le en considération. Ça, c'est une notion aussi qui est importante. J'ai deux manières d'acheter un Azure AD aujourd'hui si je veux acheter Azure. Ça, c'est la première chose. Juste pour détailler sur le côté facturation, aujourd'hui, vous avez l'habitude effectivement d'avoir, je vais dire une bêtise, mais Azure Premium P1 fois 20 parce que vous avez 20 utilisateurs. Là, vous aurez juste un Azure Plan, comme le dit Cédric. Alors, il faudra effectivement savoir ce que vous avez déployé via l'Azure Plan. C'est Exact. vrai pour d'autres licences. En fait, toutes les licences par utilisateur par mois que vous pouvez prendre via Azure, à 36 000, ça se regroupe à chaque fois sur une seule même ligne. Ça s'appellera de la consommation Azure, hein, même si ce n'est pas réellement. Mais par contre, le modèle de pricing, c'est le même, effectivement. C'est par utilisateur par mois. Sur les prix que vous connaissez, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Exactement. Je vous donne un autre exemple, hein, même si c'est hors du cas d'aujourd'hui, mais du Visual Studio. Aujourd'hui, du Visual Studio, J'y euh, pensais, ouais, ouais, effectivement. Ouais. on l'achète via Azure, on le considère comme de la consommation Azure, sachant que c'est juste une SKU par mois. Donc, C'est ça. il faut se dire aussi, hein, lorsqu'on parle d'Azure et lorsqu'on parle, on a ces notions Azure, que Azure, ce n'est pas uniquement qu'une facturation à la consommation, même si 3/4 du temps, c'est ça. C'est que vous avez aujourd'hui des SKU qui sont réels et qui sont facturés au mois par utilisateur ou par type d'utilisation, si je puis dire. Ouais, si vous J'en voulez ai plein vraiment d'autres aussi. nommer, ouais, après, si vous voulez nommer les plus souvent demandés aujourd'hui, qui sont à l'utilisation, par utilisateur par mois, qu'on peut prendre dans Azure, toute la partie Azure DevOps Services, que ce soit du Dev and Test ou Dev and Test, enfin du Dev et ou du Dev and Test avec les sessions justement qui vont avec, ou bien la partie Visual Studio, que ce soit du Pro ou de l'Enterprise, les Azure AD, Premium P1, P2, il y a peut-être encore deux, trois petites choses comme ça, mais c'est ce que vous allez généralement voir, en tout cas, C'est ça. chez les clients quand ils vous demanderont. Sachez qu'on peut le faire en CSP sans aucun souci. Il faut prévoir un abonnement Azure, même si j'ai pas forcément vocation à mettre un compte de stockage, une machine virtuelle ou quoi qu'est-ce. Il faudra quand même avoir cet abonnement juste pour pouvoir prendre, associer déjà les comptes à l'abonnement et prendre la facturation via cet abonnement. Voilà, un peu plus précis. Donc, on a parlé d'Azure AD qui est disponible via Azure, mais on a aussi une autre SKU, je vais plutôt la nommer comme ça, qui est disponible aujourd'hui via Azure et qui est extrêmement spécifique, mais qu'on appelle, alors je vais mettre AA, DDS, Azure Active Directory Domain Services. Alors cette SKU que vous allez voir en profondeur demain, c'est une SKU aujourd'hui qui est payante. Elle est payante. On a trois niveaux de tarification, standard, enterprise ou premium, en fonction du nombre de forêts de ressources. Alors, je vais vous montrer juste après, j'irai sur la calculatrice Azure. Mais en fonction du nombre de forêts qu'on a à avoir, en fonction du nombre de connexions aussi, hein, c'est extrêmement important. Mais c'est de se dire que aujourd'hui, quand on dit Azure AD, on n'a pas qu'un seul Azure AD. On a l'Active Directory, on a des notions aussi juste à avoir en considération, le registry, la déconnect, ainsi de suite. On a aussi l'Azure AD, l'Azure AD Domain Services qui, lui, est l'une des notions les plus importantes, en tout cas lorsqu'on souhaite se lancer sur Azure, parce que ça va engendrer plusieurs choses en termes de compréhension. Alors, je vous parlerai un peu de licensing après, en termes de compréhension dans comment est-ce que je me lance et quelle, on va dire, stratégie je vais avoir chez mes partenaires. Kevin, tu as envie de dire quelque chose peut-être sur la DDS? Non, 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 je te laisse dérouler, mais c'est vrai qu'après, on verra peut-être certains petits détails des limitations qu'on a pu voir, mais à la limite, on pourrait même le voir le jour où on parlera d'Azure Virtual Desktop, puisqu'il y a des limitations à Ouais, savoir. Mais exact. on reviendra dessus ce jour-là. Alors, c'est simple.
Aujourd'hui, je pars, et c'est un petit peu ma première étape de ces ateliers, je pars d'un AD. Qu'est-ce que je fais à partir de cet AD? J'ai mon AD, il est en local, donc mon Active Directory. Je me dis, j'ai 3 notions que je devrais garder sur cette partie-là, sur mon petit client. Monsieur le client, première chose, est-ce qu'on fait du full cloud? Qui dit full cloud dit, hop, qui dit full cloud dit, je vais 100% dans le cloud, j'enlève mon infrastructure qui est peut-être vieillissante ou qui n'a plus de nécessité en local, je décide de la faire disparaître. Donc ça, c'est la première chose. Dans ce full cloud, on aura plusieurs petites options, je reviendrai un peu dans cet aspect-là. Deuxième chose, est-ce que, monsieur le client, on ne fonctionnerait pas plutôt en mode hybride? Ça signifie quoi? Fonctionner en mode hybride signifie, alors on a aussi encore plusieurs options, je reviendrai un peu dans le détail, mais ça signifie que je décide de garder toujours mon AD en local, mais à partir de mon AD en local, je vais mettre en place un certain nombre d'outils, soit pour faire remonter l'utilisateur, soit pour avoir une stratégie d'authentification un peu plus poussée. Donc ça, c'est après à moi de déterminer avec le client qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est surtout en fonction de la tête de l'infrastructure en local. Comme j'ai dit, si elle est vieillissante, si elle est en train de mourir, on verra, on réfléchira peut-être à 2 fois et on passera peut-être dans le cloud. Ou troisième solution, ça existe encore. C'est pour ça que j'en parle. Est-ce que je reste en local? Qui dit rester en local dit potentiellement, je vais continuer à entretenir tout ce qui est matériel, mais je vais payer une personne pour les entretenir. Je vais payer aussi, enfin, je vais mettre l'entretien, tout ce qui est aspect locaux aussi. Je vais payer mon loyer, je vais payer mon électricité. Est-ce que je reste sur cette partie-là? Parce que c'est vrai que quand on cote des projets full cloud ou des projets hybrides, on parle très très peu des faux coûts, en tout cas des coûts cachés qu'on peut avoir sur la partie locale. Donc c'est aussi ces aspects-là où je me dis, OK, si j'ai un problème en termes de stratégie de sauvegarde, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Au-delà de ça, tu fais bien de mentionner la partie coût, mais c'est vrai qu'on en parle assez peu. On parle beaucoup de calculatrices Azure aujourd'hui. Peut-être ma faute aussi. Je vous communique pas assez le TCO, le Total Cost of Ownership, mais qui est aussi un outil qui peut permettre aussi de rentrer des détails justement sur combien vous payez au mètre carré pour stocker les serveurs, combien vous payez l'EDF, parce que il y a quand même des Exact. frais qui sont imputés à ça. Et puis toutes les petites fioritures finalement auxquelles on ne pense pas et qui montrent qu'un serveur en physique coûte plus cher que ce qu'on a l'impression. C'est pas seulement d'avoir acheté le serveur physique et d'avoir sa licence qu'on va amortir sur 3 à 5 ans selon que. Donc faites-moi penser si vous en avez besoin d'en savoir un peu plus là-dessus, de vous partager le TCO et comment l'utiliser. Voilà, je leur laisse la main. Le TCO, chacun son avis dessus. En tout cas, je le trouve bien quand il fonctionne. Non, on t'entend pas, Oui, Kevin. Tu as envie de oui, te oui, défendre. oui, ouais, non, 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 je suis d'accord avec toi. Il fonctionne très, très bien, mais par contre, effectivement, il faut pas le prendre moi, je l'aime Au bien pied comme de la premier lettre. aperçu. Voilà, C'est j'aime bien ça. comme premier aperçu parce qu'à chaque fois, on a toujours su optimiser, que ce soit la performance ou que ce soit le prix. On a Exact. toujours su mieux faire que le TCO. Donc, mais quand on voit déjà les économies qu'on peut faire avec les mauvaises, j'ai envie de dire, enfin, les pas si bonnes recommandations du TCO, on peut faire que mieux en termes de perf et que mieux en termes d'optimisation financière quand on s'y penche un petit peu plus, mais ça donne une bonne base et ça fait réfléchir. Mais après, effectivement, on ne fera pas que de ça. Ouais, Je suis d'accord avec toi, il n'est pas 100%, on n'applique pas à la lettre. Voilà, ce qui- pour pousser un petit peu juste pour terminer sur le TCO, il est déjà arrivé pour un partenaire, en tout cas ça m'est arrivé il y a 2 ans, pour un partenaire qu'en faisant le TCO, on se rend compte que c'était moins cher de rester en local. Donc comme quoi, c'était aussi un outil qui était assez intéressant. Ça m'est jamais arrivé, mais une fois dans ma vie pour le coup. Donc sachez que potentiellement, ça peut être aussi un outil qui est objectif et pas que pro ouais, cloud. Donc c'est pour ça qu'il faut c'est aussi l'avoir en tête. c'est vrai. Alors si je reviens sur cette notion de j'ai besoin de passer full cloud, comment est-ce que je peux faire? Alors, première option que je peux avoir, le cas classique, c'est pas un cas forcément qu'on pousse, en tout cas, c'est pas un cas full cloud, mais en tout cas, c'est une manière dont on peut migrer ou en tout cas se délester d'un environnement local. C'est de se dire, monsieur le client, je vais monter une petite VM, tout simplement. Sur cette VM, je vais remonter mon AD, voir mon contrôleur de domaine, directement sur cette VM et je vais gérer en fait tout cet aspect Active Directory sur une VM 100% dans le cloud. J'ai
totalement supprimé mon serveur en local. Je suis passé en 100% cloud et je vais me connecter avec un petit AD Connect. Je reviendrai après sur cette notion. Mais je vais me connecter avec un petit AD Connect sur mon Azure AD pour pouvoir refaire mon remonter, notamment mes utilisateurs et gérer tout cet aspect-là. En fait, c'est une version d'environnement hybride sur lequel je me dis, bah, je refais exactement la même chose. Alors, il y a toujours ces notions de connexion via VPN, il y a toujours voilà, d'autres choses, hein. On est exactement sur la même notion qu'en local. Par contre, en effet, ça nous permet d'outrepasser ben, le fameux entretien que je vous disais, hein, qu'on a ici. On a tout l'entretien du matériel, mine de rien. L'entretien, on sait que c'est chiant, entretenir un matériel, notamment pour un client, si on doit se déployer ou se déplacer ou quoi que ce soit. Là, le fait de créer une VM 100% dans le cloud, ça veut dire que, ben, au final, les SLA, les problématiques, c'est Microsoft qui les récupère. Moi, je vais juste gérer la partie administrative. C'est une des actions qui peuvent être, en tout cas, entreprises. Option un peu plus, on va dire, réaliste, qui ressemble au cloud, et en tout cas la notion de cloud qu'on pourrait avoir, ben, c'est de créer un ADDS, Active Directory Domain Services. L'Active Directory Domain Services, en fait, va vous créer une petite VM dans tous les cas derrière pour que ça tourne. Mais déjà, je mets mon contrôleur 100%, mon contrôleur de domaine 100% dans le cloud. Je vais le faire tourner avec un Azure ADP1, obligatoirement, parce qu'en fait, j'ai cet aspect d'accès conditionnel, ainsi de suite. Et après, je reviendrai sur le licensing d'Azure Active Directory, mais en tout cas, sachez. Et dernière chose, pour avoir une notion complète de ce que je suis capable de faire en local, je vais être obligé de faire tourner du Intune ou, plus grossièrement, du Endpoint Manager. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que historiquement, quand on avançait avec les partenaires, on disait, bah voilà, vous montez, vous avez votre AD dans le cloud, vous avez votre ADDS, vous avez l'équivalent. C'est faux. Aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent. L'Active Directory Domain Services vous permet d'avoir le contrôleur de domaine 100% géré par Microsoft et dans le cloud. Ça, c'est la première chose. OK, super fine, ça fonctionne. En effet, on a des choses qui sont allégées. Par contre, en termes de gestion de device, on est un petit peu plus à la ramasse. C'est la vérité. Aujourd'hui, avoir ce couple complet, et ce couple complet forcément existe, hein, c'est-à-dire que Microsoft a aujourd'hui des licences qui existent sur cette partie-là, va vous permettre d'avoir votre équivalent 100% VM, enfin 100% en tout cas AD dans le cloud. L'ADDS contrôleur de domaine, Active Directory Premium 1 va gérer toute la partie sécurité, va gérer toute la partie annuaire d'utilisateur. Intune va gérer toute la partie device. Vous le verrez après au fur et à mesure hein, de ces ateliers Microsoft que quand on va avancer, on va se rendre compte que chaque notion est importante et chaque notion imbriquée entre elles ont aussi leur importance en termes de fonctionnement. Alors après, on va parler de notion de coût, hein, forcément, vous vous en doutez. En tout cas, prenez en considération, c'est possible de fonctionner. Mais on a aussi une troisième option. Monsieur utilisateur, enfin plutôt monsieur client ne veut pas du tout fonctionner comme ça. Alors, je ne vais pas vous parler d'AVD, même si j'aurais pu le mettre en option 4, parce qu'AVD, on aurait pu le faire AVD en utilisant ADDS ou AVD sans ADDS pour le coup. Mais je ne vais pas vous le montrer de cette manière-là, parce qu'on reste sur la partie, j'ai juste un annuaire d'utilisateur, mais j'ai la possibilité hein, d'avoir mon Active Directory Domain Services, plus à la rigueur mon AD qui fonctionne, pas forcément du P1, mais j'aurai juste mon annuaire utilisateur, mon contrôleur de domaine, je vais pouvoir appliquer certaines stratégies, mais point. Comptez en tête hein, qu'il y a toujours une VM derrière, donc on peut toujours appliquer un certain nombre de choses. Par contre, je ne vais pas pouvoir appliquer forcément des GPO, parce que les GPO, en fait, l'équivalent qu'on aura à 100% dans le cloud, ça va être sur Endpoint Manager. Je ne vais pas pouvoir appliquer d'autres stratégies qui pourraient être spécifiques. C'est une option qui existe, c'est une option qui me permet d'avoir mon annuaire d'utilisateur et avoir mes VM qui fonctionnent et qui tournent. Par contre, après, c'est en fonction de qu'est-ce que mon client souhaite faire dans le cloud. Alors, pourquoi je vous parlais de notion de coût? Bah, c'est simple. Aujourd'hui, si je monte une VM, admettons, une B4MS, donc 4 vCPU, 8 Go de RAM, une B4MS, hein, ce qui est le cas le plus classique pour une VM avec un AD, parce qu'aujourd'hui, un AD, ça ne consomme pas hein, dans le cloud. Donc, tu montes une petite VM. Cette petite VM va me coûter, grosso modo, si je me mets sur 3 ans, allez, 50 à 60 euros par mois. Je vais même aller un peu plus précis. Quoi qu'il arrive, hein, que vous fassiez alors de la B2MS ou B4MS, c'est que on n'oublie pas de la sauvegarder. En moyenne, c'est 80 euros. Voilà. Normalement, 80 euros par mois. C'est Et le ben premier voilà, à scénario. tout casser.
à tout Voilà, casser. on doit lever comme ça. Eh ben, non, mais en plus, On c'est est, parce que j'allais parler de la sauvegarde juste après. Donc, c'est très, très ouais, bien. voilà. Vu que tu Ouais, m'en parles, en fait, j'allais mettre ce coup-là. En général, vous mettez votre VM, mais derrière, vous allez devoir la sauvegarder obligatoirement parce que c'est ce que vous faites en local, hein. En local, vous avez toujours votre partie NAS, hein, qui est juste ici, et vous avez votre partie, dans tous les cas, sauvegarde. Parce qu'en général, on a toujours un petit serveur de fichiers quand on est en local. C'est ce que fait trois quarts des clients. Donc, j'ai ma partie sauvegarde et grosso modo, en effet, on est à peu près à 23 € ici sur du cas classique. Ouais, même pas 23, ouais, peut-être, ouais, c'est ça, une vingtaine d'euros en fonction des délais de rétention. Alors moi, j'étais à ouais, c'est à 70 peu la près dernière fois, ça. Ouais, mais voilà. Considérez qu'on est environ à 80 €. Ici, c'est un la moyenne. ADDS, voilà, on part sur cette moyenne. Ici, pour un ADDS, bah déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'ADDS le moins cher, dans tous les cas, ça ne peut pas s'arrêter, hein, comme une VM Azure. L'ADDS le moins cher, dans tous les cas, va tourner 24/24, 7 jours sur 7, et va vous coûter 92 € exactement. Donc, on va arrondir à 100 €. Alors, désolé pour mes chers partenaires suisses, en francs suisses, C'est à parce que peu je près le parle en même. euros. Ouais, Mais c'est pas loin. C'est-à-dire que là où on parlerait de 120 € en mode hyper optimisé, hyper incompressible sur le deuxième scénario, vous serez à 140 francs suisses, je crois, à peu près. Donc ça reste à peu près les mêmes taux. c'est ça. Mais on vous laisse faire la conversion parce qu'on est très très mauvais, nous, en maths. Voilà. Bah, en tout cas, je reste sur cet aspect. ADDS va me coûter déjà 100 €, j'ai rien encore touché. Un Active Directory Premium 1, on est à peu près, allez, j'arrondis à 6 € par utilisateur. Un Intune ou Endpoint Manager, on est à peu près pareil à 5, 6. Ah non, même ça a augmenté. Il y a une augmentation de Oui, Microsoft. oui, On a oui. 8 € par user. Donc, j'ai encore rien utilisé. J'ai un utilisateur, admettons, à couvrir. Bah, déjà, ça me fait 6 et 8, 14. Ça me fait 114 €. J'ai encore rien mis en place. Je vais être juste un peu plus pessimiste, c'est que là où vous voyez les 100 € d'ADDS, vraiment, j'ai jamais été en dessous de 120 avec la petite VM, parce que la petite VM qui est derrière, même en faisant Ah oui, elle de tourne. la réservation 300, bah ouais, elle tourne. Et donc du coup, on est entre 120 et 140 hein, en moyenne, selon la taille de la machine, réservée, etc. Donc ouais, 144. ouais, voilà. Alors, Il vaut mieux le savoir. par contre, attention, c'est que après, je vous donnerai en tout cas moi celle que j'aurais opté si on allait sur du full cloud avant de parler de la partie hybride. Mais déjà, prenez en considération que mine de rien, on est presque du simple au double en fonction des solutions. La troisième, hein, on est à peu près à une centaine d'euros. Là, on reste à 100, allez, on va dire 120, histoire de dire, sur cette partie-là. Donc, c'est-à-dire que, alors même si aujourd'hui, ici, j'ai pris des SKU totalement séparés, aujourd'hui, ces SKU existent hein, dans une licence, par exemple Microsoft 365 Business Premium, qui sera nécessaire lorsqu'on va parler d'AVD, ou Microsoft 365 E3, ou Microsoft 365 E5. Mais si j'outrepasse cette partie-là, je me dis, OK, je prends totalement séparé, ça me coûte à peu près ça. Donc, la notion que j'ai avec enfin plutôt la question que j'ai avec mon client, c'est, monsieur le client, vous voulez faire du full cloud? OK. On peut faire du full cloud. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à payer? Est-ce que vous êtes prêt à payer ou est-ce que vous souhaitez réellement optimiser et quand même faire du full cloud? En fonction de l'option, bah, ça me demandera plus ou moins de travail, ça me demandera plus ou moins d'avancement aussi sur le projet et plus ou moins de connaissances pour pouvoir déployer les choses. Donc ça, c'est important en fait d'avoir tous ces aspects parce que là, on a mis la sauvegarde, mais on a pareil la sauvegarde de notre petite VM qui est ici. On a aussi la sauvegarde ici. On a des options supplémentaires. On a peut-être potentiellement, alors pour un AD, on va pas en parler, mais on a des notions de bande passante. On a toutes ces notions qui peuvent entrer et qui peuvent aussi potentiellement faire gonfler une facture qui n'est pas nécessaire. Donc, ce sont les trois options qui existent. Personnellement, j'ai tendance à préconiser l'option numéro 2. Pas parce qu'elle coûte le plus cher, parce que c'est l'option réelle qui permet de tout gérer en étant 100% dans le cloud. Et Microsoft le sait aussi, et c'est peut-être pour ça que ça nous coûte un bras. Mais c'est encore un autre aspect. Je continue. J'ai parlé de full cloud, j'ai parlé de local, mais il y a aussi cette notion d'hybridité. Quand je veux passer en hybride, ce qui représente, on est combien? On est à peu près une quarantaine sur la Réunion. Si vous devez savoir, ça représente quasiment 90% de ce qui peut être fait aujourd'hui chez nos partenaires, la notion d'hybridité. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué, j'ai un AD en local, je vais le connecter sur le cloud. J'ai toujours une notion d'hybridité dans un premier temps. Cette notion d'hybridité, bah, c'est simple.
j'ai 3 notions d'hybridité lorsque je parle d'Azure AD. J'ai la notion de je vais en local, autant pour moi, je vais en local, j'utilise toujours Azure AD Connect parce que c'est mon petit outil, donc c'est-à-dire que je ne vais pas payer. Hein. Prenez en considération cette partie-là quand même. Microsoft offre des choses gratuites pour une fois. Je suis en local, je décide tout simplement de synchroniser mes users. Ça, c'est ma première étape. C'est-à-dire que je fais une pure synchronisation d'utilisateurs avec le hachage de mot de passe. Ça, c'est le cas classique. Alors, pour ceux qui ont des velléités à passer des certifications, notamment la MS500 liée à la sécurité, c'est des questions en certification, ça. Les 3 types de synchronisation qui existent avec un Azure AD Connect. Alors, même s'il y en a plus, mais pour le coup, c'est 3 basiques. C'est-à-dire, je synchronise mes utilisateurs, je fais un hachage de mot de passe. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'avec un seul mot de passe, je peux me connecter du local vers le cloud uniquement sur 365. Je n'ai pas d'autres notions ou quoi que ce soit. C'est local vers cloud. Deuxième notion qui peut arriver, c'est que je vais synchroniser mes users, mais je vais les synchroniser en mode PTA. Pass-through Authentification. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le PTA. Le PTA signifie quoi? C'est simple. J'ai besoin d'accéder à d'autres applications cloud, en tout cas certifiées par Microsoft, ça aussi c'est important. Pour accéder à ces autres applications cloud certifiées par Microsoft, je vais mettre en place le pass-through authentification, hachage de mot de passe. Et à partir du moment où j'ai haché mon mot de passe, j'ai la possibilité de me connecter, par exemple, sur des applications métiers qui sont en SaaS. Ça, c'est le PTA classique. Dernière chose, je vais aussi synchroniser, toujours mes users, mais d'une autre manière, en ADFS, Active Directory Federation Services. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais avoir un petit agent qui va être mis en place sur ma partie serveur en local. À chaque fois que mon utilisateur va tenter de se connecter, ça va repasser sur une authentification en local et ça va demander validation. Une fois que j'ai la validation, j'ai la possibilité d'accéder sur des applications en local, mais aussi dans le cloud avec le même compte utilisateur. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ces 3 aspects hybrides lorsqu'on est en local? Parce que ces 3 aspects sont importants lorsque j'ai besoin de fonctionner en hybride aussi dans le cloud et en hybride sur la partie Azure. C'est bien parce qu'on a discuté ce matin, Kevin, d'un cas de MFA, mais c'est aussi important. Aujourd'hui, si je veux faire du MFA, alors même, avant de parler de MFA, aujourd'hui, si je veux être 100% en local, dans tous les cas, quand j'utilise mon AD Connect, ce qui va être mère et ce qui va faire foi, en tout cas, ce qui va pouvoir gérer, c'est toute la partie locale. C'est-à-dire que j'ai n'importe quelle licence Azure AD, j'ai dans tous les cas le local qui fait foi. Toutes les modifications qui vont être liées notamment aux utilisateurs, toutes les modifications qui vont être liées au mot de passe, dans tous les cas, c'est le local qui décide. C'est aussi l'avantage et mère de l'hybridité. Par contre, en fonction de la licence que je prends, si je vais sur de l'Active Directory Premium, notamment P1, P2, je vais avoir la possibilité potentiellement d'avoir, alors c'est toutes les informations aujourd'hui, lorsque je suis sur un cas classique, vont du local vers le cloud, mais ne peuvent pas aller du cloud vers le local. Par contre, si demain j'ai un P1 ou un P2, j'ai la possibilité de mettre en place l'écriture bidirectionnelle. Mon utilisateur modifie son mot de passe dans le cloud. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça redescendra en local. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsque j'ai des licences classiques. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous parle que de partie premium sur cette partie-là. Autre chose, si j'ai besoin de mettre en place du MFA, multifactor authentification, c'est bien. Je peux mettre du MFA comme je veux, mais je peux le mettre sur la partie cloud. Par contre, pour mes applications en local, il n'y a que dans le cas de l'ADFS que je peux mettre en place un MFA sur mes applications en local et que si je possède une licence bien particulière qui s'appelle Azure AD P2. Alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que je parle aussi de notion de sécurité. C'est-à-dire que, avant de passer sur la licensing et tout ce que je vous explique depuis le début, c'est-à-dire que là, quand je pars de zéro, je vais me poser plusieurs questions. De quoi est-ce que je parle avec mon client? Est-ce que mon client a vraiment besoin de déplacer son AD local vers le cloud? Est-ce que ce n'est pas juste d'autres notions sur lesquelles il me sollicite? Deuxième chose, OK. Monsieur le client, vous voulez partir. Est-ce que vous voulez du full cloud ou est-ce que vous voulez de l'hybride? Ou est-ce que vous voulez du local?
dans lequel cas on n'a pas de notion de discussion aussi sur cette partie aujourd'hui. Ok, monsieur le client, vous partez dans le cloud. On va discuter de notion de coût. Monsieur le client, vous voulez partir en hybride. Ok, vous voulez partir en hybride. Maintenant, quel type de licence 365 est-ce que vous avez? Pourquoi? Ou est-ce que vous voulez en tout cas? Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction de la licence 365 ou en fonction de la licence Azure AD que vous disposez, vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes choses et je ne vais pas effectuer les mêmes types d'interconnexions hybrides. Si c'est juste pour la gestion utilisateur, ok. Bon, là, il n'y a pas de notion et pas de nécessité d'avoir une licence spécifique. Par contre, si vous voulez commencer à avoir du SSO en place, si vous voulez commencer à faire un certain nombre de choses, bah là, on va avoir ces notions qui vont arriver, qui vont être extrêmement importantes, sur lesquelles on va se dire, OK, peut-être qu'il me faut un niveau de licensing spécifique. Et là, je vais me focaliser sur ça. Les plans qui existent aujourd'hui sur 325. Alors, Microsoft en détermine 4. Enfin, là, en réalité, on en aurait 3. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont changé leur site un petit peu sur cette partie-là. C'était plus lisible avant. Ah oui, c'était une petite merveille, mais on retrouve à peu près les mêmes infos quand même ici sur le site. J'en ai un, il remonte un petit peu pour le coup, mais au pire, on va réutiliser ça, c'est plus sympa. Ouais, voilà, c'était lui qui était parfait, quoi. Alors, le basique n'existe plus depuis longtemps, donc il a été fusionné avec la partie 365. Prenez en considération qu'aujourd'hui, il existe en réalité 4 types d'Active Directory. Vous avez l'Active Directory gratuit, un Azure Active Directory, un Azure Active Directory gratuit. Un Azure Active Directory gratuit, c'est quoi? C'est dire, je me connecte par exemple sur Azure pour la première fois, je vais créer une VM, ou je vais ouvrir un compte Azure plutôt, même sans créer une VM. Je vais ouvrir un compte Azure, j'ai accès à Azure Active Directory. Quand j'ai accès à Azure Active Directory, en fait, j'ai accès potentiellement à cette plateforme-là. Bon, là, je me connecte depuis 365, mais c'est pareil. J'ai accès à cette plateforme-là et j'ai la possibilité de gérer des utilisateurs. J'ai mon annuaire d'utilisateurs, j'ai mes utilisateurs qui redescendent juste ici. Je peux les synchroniser en Azure AD. Lorsque je les synchronise avec Azure AD Connect, je vais avoir mon annuaire synchronisé qui va revenir ici et je ne pourrai pas modifier un utilisateur en local. Bon, ça, c'est du classique, c'est ce que vous connaissez. Néanmoins, sachez que la partie gratuite a des limitations. C'est toujours 500 000, parce que ça, c'est une vieille doc, mais c'est toujours 500 000. J'ai la possibilité d'appliquer du MFA par défaut, ça, c'est toujours bien. Et j'ai un certain nombre d'applications sur lesquelles je peux mettre en place une synchronisation. C'est-à-dire que potentiellement, si je mets 4 ou 5 applications, ça fonctionnera. Si j'en ai une quinzaine, ça ne fonctionnera pas et mes utilisateurs ne pourront pas se loguer sur les 15 applications en même temps. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Deuxième chose, j'ai Azure for Office 365. Aujourd'hui, quand vous achetez une licence, en tout cas quand votre client achète une licence 365 pour la première fois, il va avoir accès à sa plateforme d'administration 365 et à son tenant. Il aura obligatoirement un Active Directory qui sera créé, un Azure Active Directory qui sera créé. Autant pour vous. Une fois qu'il est sur cet Azure Active Directory, il a la possibilité de gérer ses utilisateurs, donc gérer cet aspect licence. J'affecte des licences à mes utilisateurs. Il aura cette possibilité de créer des utilisateurs, d'administrer ces utilisateurs, ainsi de suite. Ça, c'est le cas classique. Quelle est la différence avec un Azure gratuit? Pour l'instant, il n'y en a pas. Sauf que, et c'est là que ça va être important, on a la possibilité de créer des objets dans l'annuaire de manière illimitée. J'ai plus de 500 000 objets, donc annuaires que je veux créer, je vais pouvoir dépasser cette limite. Autre chose qui va être aussi important, j'ai des options supplémentaires comme la déconnect est bon, mais j'ai des options supplémentaires comme les quelques fonctionnalités de base liées au MFA, même si on ne fait pas trop attention, et c'est ce que je discutais ce matin avec Kevin, mais j'ai des fonctionnalités de base sur le MFA comme le choix, c'est tout bête, mais le choix de quel type de connexion on va choisir pour mettre en place une multifactor authentification. Par défaut, c'est appel, SMS et Microsoft Authentificator. Potentiellement, je pourrais mettre aussi d'autres choses ou désélectionner, par exemple, le téléphone. Ça, c'est aussi possible. Donc ça, c'est le cas classique. Dans l'Azure Active Directory Premium 1, on commence à arriver vraiment sur les fonctionnalités proposées par Microsoft. C'est-à-dire, j'ai des notions comme les accès conditionnels qui vont entrer en considération. C'est quoi un accès conditionnel? C'est dire, par exemple, en fonction de où se situe mon utilisateur,
je vais lui demander, hop, je vais aller sur cet aspect sécurité. En fonction d'où se situe mon utilisateur, je vais lui demander, par exemple, un accès de type MFA. Par exemple, il est dans un réseau public, je bloque ou je mets un accès de type MFA. Il est sur un réseau privé, je lui demande un MFA automatiquement. Il est au travail, bah, je vais authentifier l'adresse IP du travail et je vais lui permettre de se connecter directement sans avoir à lui demander une deuxième connexion pour réduire la surface d'attaque. Ça, c'est la première chose. Mais j'ai pas que ça. Lorsque je suis sur le MFA, j'ai la possibilité, notamment avec un Azure AD Premium 1, de choisir d'autres règles. En tout cas, hop, autant pour moi, j'étais un peu vite, d'autres règles d'authentification. Et les authentifications supplémentaires qui peuvent être ajoutées, par exemple la clé FIDO ou les accès temporaires, les accès just-in-time. Aujourd'hui, les just-in-time, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'existait que sur Azure jusqu'à très très peu de temps. Aujourd'hui, c'est en pré-version sur la partie 325. Donc, une clé FIDO, hein, c'est une clé sur laquelle en fait, l'utilisateur, c'est une clé d'authentification. Au même titre, on va dire qu'une authentification via Windows Hello, hein, biométrique, c'est l'utilisateur qui va rentrer son adresse mail et son mot de passe. On va lui demander d'avoir une double authentification. Plutôt que faire un MFA classique, il va devoir entrer une clé USB sur l'un des ports qui est autorisé en tout cas, et sur lequel il y aura une double authentification, soit via code PIN, soit via biométrie, soit les deux. Donc ça peut être les deux aspects, enfin les aspects qui peuvent être sur les clés FIDO et qui existent uniquement dans le PA. Dans le P2, on fait appel à toute l'intelligence artificielle de Microsoft. On a toujours ces aspects que vous connaissez. Par contre, on va aller plus loin et je vais prendre cet aspect accès conditionnel sur lequel je vais dire, je vais créer des stratégies en fonction des utilisateurs. Stratégies liées aux utilisateurs à risque ou stratégies spécifiques en fonction d'une application ou de plusieurs utilisateurs. Exemple, je dis que mon utilisateur, enfin tout utilisateur qui se connecte en tout cas sur des applications spécifiques cloud, et là on va aller un petit peu plus loin, tous mes utilisateurs qui décident de se connecter sur Azure Virtual Desktop, je veux appliquer un multifactor authentification, j'ai la possibilité de choisir mon application directement ici, ou j'ai la possibilité de dire tous ceux qui se connectent sur un compte de stockage spécifique sur lequel j'aurais déterminé, je vais automatiquement leur demander une deuxième authentification parce que ça peut être de la donnée sensible, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec du Premium 2. Où je dis intelligence artificielle de Microsoft parce qu'on a aussi des stratégies de comportement à risque utilisateur. Un utilisateur, par exemple, qui se connecte sur une adresse IP française à l'instant et qui, dans 10 minutes, se connecte sur une adresse IP qui est basée au Portugal. Alors, mis à part s'il a mis un VPN, mais de toute façon, il sera bloqué. En fait, cet utilisateur-là va avoir une grosse problématique parce qu'il va être comme comportement à risque, la connexion va être bloquée automatiquement pour préserver les données d'entreprise. Ça, c'est des choses qui existent dans Azure AD P1, Azure AD P2. Donc, c'est pour ça que il faut aussi l'avoir en tête en fonction de ce qu'on a et en fonction de ce que le client veut. On ne va pas être sur la même licence et on ne va pas être sur la même stratégie, en tout cas de licence. Donc, si je résume, le gratuit, le For Office 365, le Premium 1 ou les Premium 2 sont les 4 types de licences aujourd'hui qui existent lorsqu'on parle d'Active Directory. Je continue. Maintenant que je sais quel type de licence je vais proposer et que je vais fonctionner en mode hybride, et là, on va parler de ce petit outil qui s'appelle Azure Active Directory Connect. Je vous ai dit, il y a 3 types de connexions sur Azure AD Connect, le hachage de password, le Pass-Through Authentification ou l'Azure Active Directory Domain Services, Fédération de Services. OK, pour pouvoir se connecter, on va utiliser ce petit outil qui s'appelle Azure AD Connect, mais ce petit outil Azure AD Connect a des limites. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les possibilités et on ne peut pas tout faire avec un Azure AD Connect. Alors, il y a un super lien qui s'appelle Azure AD Connect. Moi, je l'appelle architecture, mais c'est typologie, qui existe et qui nous retrace en fait tout ce qui est possible d'être fait avec un Azure AD Connect. Première chose, c'est simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous liez votre compte AD local avec un tenant, vous pouvez faire que du 1 pour 1. C'est-à-dire que un agent Azure AD Connect ne fonctionnera nécessairement qu'avec un tenant. Un tenant, c'est quoi?
c'est la plateforme d'administration 365 qui héberge votre annuaire AD, Azure AD. Donc, c'est-à-dire qu'une seule forêt pour un seul client fonctionne. Je synchronise mon AD local avec Azure AD Connect, Azure Active Directory via Azure AD Connect. Ça fonctionne et c'est la manière la plus simple. Je vous donne cet exemple-là parce que si j'ai une seule forêt, mais je tente de mettre plusieurs serveurs de synchronisation, donc d'installer plusieurs fois Azure AD Connect, ça ne fonctionnera pas. Le seul cas que Microsoft dit qui est potentiellement possible, lorsque j'ai une seule forêt et plusieurs serveurs de synchronisation, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un serveur intermédiaire. Ce serveur intermédiaire, en fait, va vous mettre un serveur fictif, 100% hébergé sur Azure, et ce serveur fictif 100% hébergé sur Azure permet notamment de contourner, hop, on va y aller directement, permet de contourner la synchronisation. C'est-à-dire, je fais une première synchronisation, je fais remonter mes utilisateurs, toujours avec le même serveur, et potentiellement une deuxième synchronisation pour remettre mes utilisateurs là. Ça, c'est assez intéressant quand on ne dispose pas non plus de licences premium, notamment sur Active Directory, quand on a du local et qu'on a besoin de synchroniser plusieurs choses en même temps. On peut synchroniser plusieurs forêts d'AD avec un seul client, ce qui est tout à fait logique. Ça, il n'y a pas du tout de problématique sur cette partie-là. Par contre, vous ne pourrez pas avoir plusieurs AD qui vont se connecter en même temps. Exemple, et ça c'est le cas le plus courant qu'on a, en tout cas chez des clients finaux qui ont cette problématique de comment je fais avec un Azure AD Connect. Comment je fais si mon client a 4 sites et 4 AD en local? Eh ben, on n'a pas la possibilité avec un Azure AD Connect de dire je vais mettre 4 sites, donc 4 Azure AD Connect qui vont se connecter au même tenant. Il ne faut pas oublier la règle de base. Un Azure AD Connect, donc un agent, réellement Azure AD Connect, ne peut se connecter, s'interconnecter qu'à un tenant. Les seules possibilités qu'on a pour outrepasser ça, c'est soit je migre tous mes AD sur un seul AD et après je fais ma synchronisation. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est synchroniser le premier AD, couper, donc c'est juste pour une remontée d'utilisateur, couper le lien via PowerShell avec le premier, connecter le deuxième AD pour refaire monter les autres utilisateurs, couper le lien, connecter le troisième AD, couper le lien. Ça, ça ne m'accorde pas une pérennité en mode hybride pour la simple et bonne raison que j'ai juste refait monter mes utilisateurs. C'est un peu la méthode feignant quand j'ai pas envie de recréer tous mes utilisateurs ou que j'ai pas envie de les faire, ce qui est tout à fait logique. C'est bien pour de la migration justement du local vers le cloud où on se dit qu'on ne veut plus les différents serveurs AD des différents sites, quoi. Mais effectivement, un hybride, ça a sa limitation, quoi. Alors, sinon, la troisième méthode, c'est encore une fois le serveur intermédiaire, c'est cet aspect-là. Je vais synchroniser plusieurs forêts, ou en tout cas différentes choses sur mon tenant, et en fait, ça va répliquer mes utilisateurs sur mon serveur virtuel, mon serveur hybride, et donc en fait, je vais tous les masser ici pour à la fin, c'est comme si je vous disais de migrer tout sur un même serveur, c'est exactement la même chose. C'est le fameux serveur intermédiaire. Donc c'est possible en tout cas, mais si vous comprenez bien la stratégie que Microsoft a, ou en tout cas la limitation qu'a Azure AD Connect, c'est de se dire, dans tous les cas, c'est du 1 pour 1. Prenez-le en considération, sinon il faut tout centraliser d'un côté avant de faire une migration 100% dans le cloud, ou en tout cas même de fonctionner en hybride, parce que sinon on prendra quelques petits coups au passage. Donc ça, c'est important de fonctionner et de réfléchir sur cette partie. Maintenant, après, on a des notions et des réflexions sur tout ce qui est aspect de GAL, parce qu'on a la possibilité de remonter que les utilisateurs, on a la possibilité de synchroniser, on a aussi la possibilité, un petit peu sur ces aspects-là, de fonctionner quand on a plusieurs forêts en fonction des maillages. Soit on a des maillages totalement différents qu'on peut faire remonter sur les tenants, soit on peut tout mettre sous un même maillage. Bon, après, ça c'est le cas classique, de toute façon on n'a qu'un AD. Dans tous les cas, on peut faire remonter chez Microsoft. Il y a certaines limitations. En général, il faut à minima du 2016 voire du 2019 pour pouvoir faire ce type de synchronisation. Donc Microsoft aussi demande des choses qui sont bien spécifiques à minima, en tout cas pour la partie gestion de forêt de ressources et que ce soit des comptes et des GAL. Donc prenez-le en considération. Le serveur test, je l'outrepasse autant pour moi. Et après, cas classique, il peut s'avérer. Et attention, je vais vous donner un petit truc sur lequel on a déjà eu en fait cette problématique avec Kevin. Il peut s'avérer que
Sous un même tenant, vous pouvez créer potentiellement des sous-tenants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la possibilité d'avoir, et là je vais vous montrer, hein, lorsque je suis sur Azure, et je vais aller sur hop, portal azure.com. J'ai la possibilité, lorsque je suis sur Azure, et uniquement sur Azure, c'est pour ça que j'ai été sur la plateforme Azure, même si on se retrouve avec toujours notre Active Directory, mais on a un peu plus d'options, hein, et mes utilisateurs, bah, il peut s'avérer que j'ai la possibilité, lorsque je suis sur Azure, d'accéder en fait à différents types de répertoires. J'ai la possibilité de créer des sous-tenants au sein de mon tenant principal. Mon tenant principal, je le crée directement chez Microsoft ou chez Alzo, mais au sein de mon sous-tenant Azure, enfin de mon tenant Azure qui est là, hein, j'ai la possibilité de créer des sous-tenants, des sous-directories et donc des sous-annuaires AD. C'est-à-dire que moi, en tant qu'administrateur, j'accède ici. Vous voyez bien, je n'ai pas d'abonnement affecté. Et si je regarde bien, j'ai la possibilité de gérer ma propre base de données, donc mon propre annuaire d'AD avec, en tout cas, un administrateur principal qui est celui de mon tenant mère. Après, je peux créer mes domaines, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'ai la possibilité de me dire, OK, j'ai plusieurs sites. J'ai site 1, site 2, site 3, site 4. Ça, c'est tout à fait possible. Eh ben, j'ai la possibilité potentiellement de gérer cet aspect-là. Je vais créer mon tenant mère, celui qui va gérer un peu le tout, et je vais créer mon sous-tenant 1, sous-tenant 2, sous-tenant 3, sous-tenant 4. Attention, ceux-là ne seront pas visibles. Quand je dis pas visible, c'est-à-dire que quand vous allez faire vos achats chez votre grossiste, eh ben, ça va être considéré comme un client totalement séparé. Soit vous créez des clients totalement séparés, vous achetez pour eux, soit dans tous les cas, vous ne pourrez pas les administrer différemment. Pourquoi je dis ça? Parce que là, par exemple, j'ai 3 sous-tenants. Un sous-tenant test, un sous-tenant avec un nom spécifique et un sous-tenant avec un deuxième nom spécifique. Bah, quand je suis ici, c'est exactement où j'arrive ici. C'est-à-dire que je n'arrive pas ou je ne peux pas tout rapatrier sur un même AD et tout synchroniser. Bah, je peux créer mes sous-tenants en disant bah, celui-là va être pour mon AD principal, c'est mon tenant mère, et après ça, je vais le créer pour un sous-tenant qui sera à l'intérieur de mon tenant mère. Sachez que ça existe, c'est très très peu utilisé, mais c'est ce qu'on appelle chez Microsoft les répertoires ou les directories en anglais sur cette partie. Donc c'est sur cet aspect-là, dans le petit écrou, et on a la possibilité de gérer nos tenants et nos sous-tenants. Donc je vous en ai parlé parce qu'on peut avoir cette possibilité. Après, on a la possibilité de totalement séparer. Et en tout cas, ça se fera une fois, mais totalement séparer et de se dire, je vais mettre un AD Connect sur un tenant et je vais mettre par exemple une autre forêt ou d'autres objets AD sur un autre tenant. C'est tout à fait possible aussi. Contrairement à tout à l'heure où je vous disais, attention, vous ne pouvez pas le faire sur un même tenant, 3 sur 1. Par contre, on peut très bien faire un AD local sur plusieurs tenants. Ça, c'est possible. Donc, il faut aussi avoir en considération toutes les typologies ou tout ce qui est possible de faire en termes d'hybridité. Microsoft est assez spécifique sur ces parties-là, en disant par exemple, en effet, si vous mettez tous les objets AD directement, vous ne pouvez pas avoir plusieurs objets AD sur plusieurs tenants. Enfin, plutôt, le même objet AD présent sur plusieurs tenants. Ça n'existe pas. Ou un objet, ou un tenant synchronisé avec plusieurs, un AD local synchronisé avec plusieurs tenants. Ça ne fonctionne pas aussi. Donc voilà, il y a plusieurs aspects dans tous lesquels je vous laisserai voir. C'est important sur ces architectures de savoir comment fonctionne l'hybridité lorsqu'on met en place un AD Connect. Donc, Cédric, on a une petite question a priori de la part de Michael qui peut. Voilà, si, je pense que ça pose. C'est une question sur ce qu'on a vu, Michael. Je te laisse Ouais, parler. excuse-moi Cédric, juste par rapport à la création des sous-tenants, c'est quand tu crées ta ressource, par défaut, il te propose de créer un sous-tenant ou ça se crée automatiquement? non. Un sous-tenant, tu ne peux pas ça se crée pas par défaut dans tous les cas. C'est Ouais. juste. Alors, je te dis ça parce que nous, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. En fait, c'est quand tu es ici, dans tous les cas, tu as la possibilité de pouvoir. Attends, pour moi, je ne suis pas au bon endroit. Je me disais bien, je voulais du gérer. Tac, tac. En fait, quand tu es ici,
tu as la possibilité, alors j'ai plus l'option parce qu'ils les ont changé de place, mais en fait, tu as la possibilité de créer un nouveau directory, un nouveau répertoire, mais ce n'est pas des options qui se créent par défaut. C'est-à-dire, c'est toi qui veux le rajouter et tu vas dire je rajoute un nouveau soutenant pour apparaître, tout simplement. Ok, compris. Merci. De rien. Donc voilà, en tout cas, je voulais revenir sur toutes ces notions-là que vous ayez en considération et je vais revenir sur mon petit schéma de base lorsqu'on parle d'Azure AD. C'est-à-dire, je me lance, j'ai les notions en tête, je sais sur quoi je vais me lancer. Admettons, en tout cas, pour le besoin de l'atelier Microsoft, je choisis l'option 2 pour la simple et bonne raison que j'ai des idées sur le déploiement d'Azure Virtual Desktop. J'ai des idées sur la gestion de mes devices et tout ce qui va s'en suivre à côté. Eh ben, je vais choisir l'option 2 et je vais attaquer sur l'Azure Active Directory Domain Services. Alors, première chose, même si Kevin va revenir demain sur la partie déploiement, mais je vais vous montrer un petit peu. Je décide d'aller sur ma petite calculatrice Azure. Je vais taper calculatrice Azure. Et là, pour rigoler un petit peu, enfin pour rigoler, on va se mettre en francs suisses. Comme ça, on sera équivalent et on n'aura pas fait de bêtises. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, la calculatrice, elle est disponible pour tous. Et ce que vous verrez, ce sont des prix publics, hein, bien sûr. Donc, plus pour faire de l'estimation, je tiens à préciser. De toute façon, on t'en parlera demain. C'est pas faux. Je rentre juste dans le détail du moche, si je puis dire. Je décide, alors, on fait équitable. Je me mets en France, mais je me mets en francs suisses. Je décide de localiser mon ADDS, en tout cas, et toute ma partie Active Directory. Et en fait, voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça, c'est une notion, quand je suis sur ma calculatrice Azure, que je peux mettre à 0. Pourquoi? Parce que ce sont des choses aujourd'hui que je peux acheter directement en SKU sur la marketplace Alzo ou sur le tenant directement. Admettons que j'ai des utilisateurs, j'ai 10 utilisateurs. Ben en fait, c'est ma SKU multiplié par ma quantité qui va me donner mon prix total. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en effet, je peux aussi, et c'est là on va pousser un petit peu, Microsoft veut qu'on vende du managed services, veut qu'on vende du service packagé spécifiquement. Ben, on peut inclure ça dans notre abonnement Azure et revendre un package global à notre client. Ça, c'est un avantage. C'est de se dire que, OK, ça nous coûte 5 francs suisses, enfin 5,57 en prix public, hein. Je sais que je vais gagner à peine que quelques centimes. Bah, si je le revends dans une brique de service complète, le client ne le verra pas. Tandis que si je lui vends la licence telle quelle, bah là, je gagne que quelques centimes. Donc ça, c'est aussi une notion qu'on peut avoir. Deuxième chose, eh ben, quand je choisis le service Active Directory, j'ai ma notion d'Active Directory Domain Services. La chose que vous allez voir demain avec Kevin. Je vous ai dit, vous avez 3 notions, standard, entreprise ou premium. Dans tous les cas, je me mets sur du basique. Je mets en 730 heures, même si Microsoft vous laisse la possibilité de le mettre moins, ne touchez pas. Ça ne sert à rien. On peut même, en réalité, c'est 744, mais bon, 730 ou 744. Ah, c'est 730 si on prend la moyenne sur l'année, effectivement, C'est puisque ça. vous avez des mois à 31 jours. Alors pour la petite histoire, effectivement, les facturations Azure sont au prorata temporis selon les ressources communauté, il y a différentes métriques. Les mois à 31 jours, il y a 744 heures, les mois à 30 jours, 720 heures. Et puis il y a février qui vient se balader dans le mois, enfin dans l'année. Donc dites-vous que si vous faites un service en 24 heures, 7 jours sur 7, pour l'estimation, prenez 700 heures, c'est la moyenne que vous aurez dans l'année. Mais tous les mois, vous allez avoir 1 ou 2 euros qui va varier, francs suisses ici. Et c'est très important, effectivement, comme le dit Cédric, de laisser celui-là en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais, parce que sinon, vous allez fausser bêtement votre estimation, en fait. C'est ce qui serait dommage. Et donc, si je pars de ce principe-là, bon, allez, je remets 0. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on est bon, là, 101 francs suisses, ce qui nous donne, si je ne me trompe pas, 93 euros. Putain, ils ont augmenté les tarifs. Voilà, en tout cas, c'est cet aspect-là. À partir du moment où j'ai fait ça, bon, je rajoute les autres choses parce qu'en fait, par défaut, hein, quand je mets un ADDS, comme je vous dis, j'ai une VM. Donc, je vais faire tourner une petite VM qui va tourner derrière, un certain nombre de choses. Mais je vais arriver sur cette partie-là. Et puis après, rouler jeunesse, il ne me reste plus qu'à déployer mon ADDS que notre cher Kevin vous présentera demain. Je vais m'arrêter là sur la partie Active Directory.
pour le coup. Tant mieux, j'ai pas débordé parce qu'on avait pris 1h30, on avait vu large et je déborde tout le temps. Vendredi, ce sera peut-être pas le même cas. On en On verra reparlera se juste poser, avant c'est pour ça. l'apéro. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir les micros, il n'y a pas de souci. On s'est pas endormi, hein, promis. C'est déjà un bon plan, c'est déjà bien. Bon, tant mieux. Si j'en ai un qui s'est pas endormi. Non, non, non. Après, c'était le but, c'était revoir la base de chez base quand on veut se lancer et on va attaquer le cas concret et le déploiement à partir de demain. Donc, c'est toujours important de revoir ces notions-là, de les avoir en tête et de se dire, OK, maintenant que je les ai en tête et maintenant que je sais à peu près de quoi je peux partir, bah, je vais pouvoir déployer des choses. Donc voilà, pour le coup, si c'est clair, tant mieux. Kevin, Moi, tu voulais dire un j'ajouterais truc? juste j'ajouterais juste une petite chose à ce que Cédric va présenter. C'est vraiment très intéressant dans le sens où, quand on était sur la partie scénario hybride, ce qu'il vous a présenté, c'est quelque chose qui est optimisé et qui est vraiment super intéressant au niveau financier. Parce que comme vous l'avez vu, hein, on est plus sur de l'Azure AD Connect. Après, on a différentes manières de se connecter. Euh, c'est des scénarios sur lesquels on vous poussera le plus. On n'a pas l'habitude de vous pousser vers les scénarios les plus chers juste pour vendre simplement de la licence. Pourquoi? Parce que par exemple, hein, pour le scénario hybride, on pourrait aussi utiliser l'Azure ADDS, mais cette fois-ci pas en standard comme on vous l'a montré avec les 93 euros ou les 102 francs suisses, mais avec des SKU qui sont plus chers, qui montent entre 300 voire plus euros, Exact. qui coûtent donc plus cher, mais qui permettent d'utiliser non pas que des forêts d'utilisateurs, mais des forêts de ressources. Et donc, à partir de là, de mettre en place, pourquoi pas, des forêts d'approbation. Donc, si vous avez besoin d'utiliser l'AD local pour vous connecter et utiliser les mêmes logins et mots de passe que l'AD local pour pouvoir atteindre les ressources Azure, c'est une façon de faire. Sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, elle coûte cher. Et elle n'amène pas grand-chose de plus par rapport à ce que vous a présenté Cédric. Donc, nous, on vous présentera toujours les meilleurs compromis possibles. En tout cas, c'est notre velléité, c'est notre vocation. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais voilà. Par contre, demain, effectivement, sur la DDS, on verra deux, trois choses. On va en reparler un petit peu plus aussi. Et puis surtout, de regarder les choix qui s'offrent à nous, parce que tout l'intérêt ici, c'est aussi dans ces ateliers de faire de l'Azure Virtual Desktop. Alors, soit parce qu'on a besoin de faire du bureau distant, soit parce qu'on a envie d'externaliser des fermes RDS et de ne plus avoir à s'occuper de tous les rôles de serveur. Sauf que on l'a vu récemment encore et ce matin encore aussi. Avoir un ADDS peut avoir permettre des choses au niveau gestion des utilisateurs, par exemple, sur un Azure Virtual Desktop, alors que sans, ça va être un peu plus différent. Donc, on regardera aussi ces choix-là. Je pense que c'est important. Je vois qu'il y a des questions, par contre. Est-ce que les enregistrements de sessions seront mis à disposition? Alors, juste le temps de traiter les vidéos pour retirer autant que faire se peut tous les noms qui s'afficheront pour les biens de l'RGPD, on est obligé. Elles seront disponibles, les vidéos, mais comptez une bonne semaine à compter de vendredi, entre le traitement et l'upload. Voilà, j'ai 1,8 mégas d'upload chez moi, et les vidéos feront entre 4 et 5 gigas. Je vous laisse faire le calcul et vous comprendrez mon malheur. Quels sont les différents moyens de MFA sur Azure? Alors les MFA, on peut le faire, oui, on peut le faire soit avec l'application. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application Azure Authenticator, mais c'est une possibilité. Vous pouvez utiliser un authenticateur tel que du Sophos ou du Google. Quand vous le mettez en place, le MFA, vous avez un QR code que votre application peut scanner et vous pouvez paramétrer les choses. Sinon, vous pouvez le faire par SMS. Je crois qu'il y a aussi l'appel téléphonique, Cédric, je suis plus sûr. Exactement. Ouais. Alors, on vous conseille pas hein, le téléphone ni le SMS. En tout cas, Microsoft, quand je dis on, c'est Microsoft hein, pour le coup. Hein, c'est pas nous de notre côté tout seul dans notre coin. Microsoft déconseille aussi finalement. Alors, c'est bien si on n'a pas le choix, pourquoi pas. Ça sera toujours mieux que de rien avoir en termes de sécurité, d'utiliser le téléphone, que ce soit avec SMS ou appel. Mais ça reste interceptable.
Oui, c'est français. Ouais, ça se dit. Ça se dit, hein. Au pire, on redéfinit la langue française ensemble. Par contre, l'utilisation de l'application va amener vraiment plus de sécurité. Vous allez vraiment avoir moins de problématiques. Les hackers auront beaucoup plus de difficultés à venir intercepter votre flux. Alors, Super l'image aussi, ouais, ouais. ce que je disais, en fait, ça vient de Microsoft. C'est un petit peu leur euh, la guideline qu'ils nous donnent sur cette partie authentification. C'est-à-dire, première chose, pour le coup, on a la possibilité de faire voix SMS, mais c'est pas forcément ce qui est recommandé. Deuxième chose, ce qui est mieux, mais pas encore super top, c'est de faire du push de notification, soit sur du Microsoft Authentificateur, soit d'utiliser des soft tokens ou hard tokens, hein, génération de code. Et parce que forcément, ce que Microsoft propose aujourd'hui, c'est tout ce qui est aspect passwordless. J'ai un PC équipé de Windows Hello sur la partie biométrique ou reconnaissance faciale, j'utilise ça. Sinon, je vais utiliser le signing automatique via Authentificator. Donc, c'est pas le push de notification, c'est le signing automatique. C'est-à-dire, dans tous les cas, je dois m'authentifier notamment avec mon aspect biométrique pour pouvoir accéder à l'application. Et sinon, c'est la fameuse clé FIDO que je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'aujourd'hui Microsoft préconise en termes d'utilisation lorsqu'on parle de multifacteur authentification. Donc, c'est plutôt bien fait, ce petit site. Moi, si je devais en pousser un, c'est réellement la clé FIDO pour l'avoir testé. Alors après, Hmm. on a deux choses. On a le FIDO, on va dire classique, où j'en ai acheté une et ça m'a coûté 5 balles sur Amazon. Et en fait, c'est une petite clé et en effet s'utilise via un code PIN. Donc, c'est-à-dire à chaque fois que je rentre mon mot de passe, on me demande une double authentification, je rentre ma clé, je dois appuyer dessus et taper un code PIN supplémentaire. Sinon, la vraie clé FIDO préconisée par Microsoft avec des éditeurs authentifiés, c'est entre 70 et 120 euros. Donc là, c'est plus la même chose, mais c'est de la FIDO avec reconnaissance, enfin biométrique, autant Ouais. pour moi. Et par contre, ça, enfin, je trouve ça top pour l'avoir essayé. C'est super, ouais. Bah, Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, ouais. finalement. Moi, je jure Donc, que par ça, déjà sur le smartphone, enfin, je veux dire, mon doigt sert de mot de passe pour absolument tout. aussi, on te le coupe. Pourquoi pas le faire de cette manière-là? Oui, il y a un coût, mais la sécurité, je pense, ne doit pas s'envisager par le prisme du coût, mais vraiment par le prisme de qu'est-ce que je risque à perdre, ou en tout cas à laisser une brèche. Il faut assumer que dans tous les C'est cas, il y ça. aura une brèche. Quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'on ne pensait pas forcément parler, mais on fait des webinaires sur la sécurité jusque décembre et les replays seront disponibles. On vous les poussera à tous dès janvier dans une petite newsletter. Mais c'est vrai que sur la partie sécurité, il faut vraiment se dire, voilà, le mieux, c'est d'appliquer la stratégie Zero Trust. Je ne fais confiance à personne, pas parce que les gens sont malveillants, mais parce qu'une erreur, ça arrive. On a vu ce monsieur de la CIA mettre un mot de passe avec le login sur un post-it, sur une photo. C'était, voilà, le Oui, summum de la sécurité. Donc, on fait attention à ça. Maintenant, quand on parle d'environnement de démo, ce genre de choses, vous verrez, hein, sur mon portail Azure, la sécurité, elle est au niveau zéro. Pas niveau zéro trust, hein, niveau zéro. Mais parce que je n'ai aucun risque à perdre quoi que ce soit. J'ai pas de données critiques. Vos clients, c'est pas le cas. Donc, il faudra bien faire attention. Alors après, est-ce qu'il y a des choses qui sont moins chères que les clés FIDO à 70 euros? Est-ce que finalement, les autres méthodes sont pas déjà très intéressantes? Pourquoi pas? Et puis, c'est un curseur, hein, à mettre entre le coût, la sécurité. Plus c'est critique, plus on ira chercher effectivement du budget. Petite parenthèse, le Windows Hello, si vous êtes comme moi, que vous êtes lunetteux, et je vois qu'on est quelques-uns, ça marche vachement bien, hein, Windows Hello. Moi, j'avais ça sur mon ancienne entreprise. Par contre, j'avais l'habitude d'être en lentille, donc jamais de lunettes, et ça reconnaissait très très bien mon visage. Et puis quand je mettais mes lunettes, ça ne reconnaissait plus mon visage. Donc faites aussi attention à ça, faut le savoir. Pareil, si vous changez de lunettes, ce que j'avais fait aussi à un moment donné parce que j'ai eu un autre PC. Il connaissait très bien mon visage avec mes lunettes, mes premières, mais il n'a pas reconnu mon visage avec mes deuxièmes lunettes. Donc si vous êtes comme moi, bah, préférez être une taupe le temps que vous vous connectez et le temps que ça s'améliore encore la reconnaissance faciale à ce niveau-là. Voilà. Ça grossit un peu les traits, les lunettes, à ce qui paraît. Donc, faut le savoir. Mais ça marche très très bien aussi et en termes de sécu, bah, ouais, c'est mieux parce que personne n'a jamais réussi à se faire passer pour moi. Voilà. À moins que j'ai un jumeau.
maléfique quelque part dans le monde, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc c'est des choses à penser, puis c'est pas des choses qui sont plus chères que ça finalement. Voilà. Pour la petite parenthèse sécurité. S'il y a d'autres questions peut-être, que ce soit sécurité, Azure AD Alors, ou je ne autre, pense pas. Ouais. La direction sécurité a dû mettre un petit coup, je pense. je crois. J'ai Mais en tout plombé cas, l'ambiance. les Security Series qu'on donne sur la Sécu, en tout cas, je vous conseille. Ça aborde Azure et Modern Work and Security pour le coup. Donc, à J'ai pas profiter. les dates du prochain, si tu les as, mais Je suis aussi assidu que toi, donc je ne sais pas. c'est bien, on est On les organisé. donne, mais on ne sait pas ce que c'est. On communiquera auprès de tous sur les prochaines dates. On va parler d'Azure Defender, de Microsoft aussi 365 Defender. Voilà pour la petite parenthèse sécu là-dessus. On parlera de Sentinel. Il y a des personnes ici qui ont déjà eu cette discussion avec nous. Vraiment, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes quand on veut mettre en place des solutions XDR et qu'on puisse aller un peu plus loin avec du CIEM et du SOR. Désolé pour les acronymes, ça on verra ça le jour même. Ouais, c'est un peu de teasing, effectivement, ouais, un petit peu de teasing. Et au-delà de ça, encore une fois, si vous n'avez pas l'opportunité de venir, dans tous les cas, janvier, vous recevrez une newsletter sécu pour bien démarrer 2022. Oui, Michael, il n'y a pas de souci, je communiquerai les dates. Notre marketing est en charge de ça, mais on communiquera les dates à tout le monde, bien sûr. Eh Bon, ben, je parfait. pense. Ah oui, non, j'ai une question. Michael, pourrais-tu nous communiquer les dates pour les sessions Sécu? Non, oui, c'est ce que je disais. Oui, il n'y a pas de souci, oui. Encore Moi, une je fois, t'écoutais pas. je Euh, sais, t'as non. l'habitude, j'ai l'habitude. En En tout tout cas, cas, je je vous t'en prie. remercie. Bah non, mais je te la laisse la main si tu veux. Non, je vous remercie d'avoir suivi cette première, cette première pause café, si on peut dire. C'est comme ça qu'on finit par les appeler avec Kevin. Non, en tout cas, sur cette première session qui parle d'Active Directory et Azure Active Directory. Et demain, on attaquera dans le vif du sujet avec Active Directory Domain Services. Donc le chaînon logique de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, de se dire qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a décidé d'adopter une stratégie avec un partenaire pour se lancer, notamment à terme sur AVD, Azure Virtual Desktop. Kevin, je te laisse la main et je vous souhaite une bonne journée pour ma part. Bonne fin de journée à tous. Voilà, rien à ajouter de plus. Et je vous dis à tous à demain, même heure, même endroit et même boisson. Non alcoolisée, bien entendu. Bonsoir. Demain? Ouais, Cédric, si tu es toujours là, regarde, je t'ai envoyé un petit message privé, s'il te plaît.